Et au début de tout cela, un jeune homme nommé Gray meurt et se réincarne dans le corps d'un bébé nommé Arthur, le roi le plus puissant du monde. Il regarde alors autour de lui et aperçoit ses parents, mais il ne sait toujours pas qui ils sont. L'homme se présente alors comme Reynolds, son père. Mais même en entendant cela, Arthur ne le reconnaît pas. Quant à la femme, elle se présente à lui comme sa mère. Arthur comprend alors enfin ce qu'ils disent et réalise qu'il vient de renaître, mais cette fois, dans un autre monde. Il se souvient alors de ses nombreuses victoires passées et ressent un étrange contraste entre la personne qu'il était et le bébé sans défense qu'il est devenu. En analysant la façon dont Alice et Reynolds s'occupent de lui comme s'il était leur propre fils, Arthur trouve d'abord cela étrange, mais se souvient bientôt qu'ils sont en fait ses nouveaux parents. Malgré cela, il ressent une peur persistante face à cette situation. Soudain, Reynolds touche la main d'Arthur du doigt, qui réagit au contact. Le père, heureux, confie à Alice que leur fils l'aime sincèrement. Cependant, Arthur remarque que son corps n'a agi que par réflexe. Après tout, il n'en a pas encore pleinement le contrôle, puisqu'il est encore dans la première phase de sa vie. Il interprète alors cela comme un enfermement dans son propre corps. Et au fil des jours, Arthur continue de se réveiller dans ce même rêve persistant. Et un jour, il assiste à quelque chose qu'il trouve encore plus étrange. Il voit son père utiliser la magie sous ses yeux, puis Alice en faire autant, soignant Reynolds grâce à la magie de guérison. En découvrant ses pouvoirs qu'il ne connaissait pas dans son ancien monde, Arthur est complètement émerveillé et profite de son enfance pour tout observer. Et lorsqu'il remarque que dans ce monde, Reynolds et d'autres personnes mal intentionnées peuvent posséder des armes, Arthur comprend qu'il devra reprendre des forces au plus vite. Dès que Reynolds salue son fils, Alice lui annonce qu'il est temps de l'emmener dormir. Arthur se sent alors légèrement frustré de vivre des journées aussi monotones, mais il estime que vivre une telle vie n'est pas si mal, car le privilège de pouvoir dormir aussi longtemps qu'il le souhaitait est une chose qu'il n'a pas eue dans sa vie passée. Quelques mois plus tard, Arthur commence à ramper dans la maison, quand soudain, il remarque un miroir à proximité et décide de s'y regarder. À cette vue, ses parents rougissent de bonheur, car pour la première fois, leur fils fait preuve de lucidité. Quant à Arthur, il a l'impression de ne pas encore s'être habitué à son nouveau nom, même s'il l'utilise depuis des mois. Et même si cela le perturbe un peu, Arthur dit que c'est le cadet de ses soucis. Après avoir laissé son fils dormir dans son berceau, Alice quitte la pièce. Et lorsqu'il se retrouve seul, Arthur en profite pour ramper à nouveau par terre, ayant enfin repris le contrôle de son corps. Il se dirige alors vers la porte de la bibliothèque, croisant Alice dans la cuisine. Il prend alors un livre sur l'étagère et décide d'investir dans la connaissance dès son plus jeune âge. En commençant par mieux comprendre que monde dans lequel il est inséré. Il découvre alors qu'il est né sur le continent de Dicatan, qui abrite 3 royaumes. Le royaume de Darve, une nation souterraine de nains, le royaume d'Elnoir, une nation d'elfes au cœur d'une forêt, et enfin, le royaume de Sapin, où vit Arthur et qui est la nation la plus peuplée d'humains. Et tout comme l'ancienne nation où il vivait, Sapin est aussi une monarchie. La seule différence entre cette nation et son ancien monde est que le trône est hérité et non pris. De plus, comparé à son monde précédent, le nouveau monde où Arthur est inséré est encore en développement. Cependant, il possède de la magie, quelque chose qui n'existe pas dans son ancien monde. Dans sa nouvelle réalité, il existe une source de pouvoir appelée mana, et la capacité de la contrôler est en grande partie héréditaire. Autrement dit, chaque personne naît avec une quantité de mana naturellement limitée. De plus, seule une personne sur 100 est capable d'utiliser le mana. Quant à son application, Arthur découvre qu'il n'existe que 2 façons de l'utiliser, l'amplification et la conjuration. Les augmentateurs peuvent utiliser le mana pour améliorer leur corps, leur conférant une force, une défense et une agilité extraordinaires. Quant aux conjurateurs, ils peuvent projeter du mana et le contrôler à leur guise. Cependant, la clé de ce contrôle réside dans le noyau de mana, un pouvoir qui ne s'éveille qu'au début de la puberté et jusqu'à la fin de l'adolescence. Ceux qui peuvent canaliser tout le mana répandu dans le corps en un seul point sont les magiciens. Arthur établit alors une corrélation entre le mana et une vision de sa vie passée, le ki, puis tente de se concentrer sur cette énergie. Mais avant qu'il puisse obtenir le moindre résultat, il est rattrapé par Alice, qui lui ordonne de ne plus l'effrayer ainsi en quittant la pièce sans prévenir. Soudain, Alice sent une odeur étrange émaner de lui, et Arthur, quant à lui, réalise qu'il s'est trop concentré sur la recherche de sa sœur, au point d'abîmer sa couche. Alice l'emmène alors la changer, et Arthur, humilié, se dit que son corps est une véritable prison. 2 ans après la naissance d'Arthur, Alice se surprend à réfléchir à son fils et le décrit comme un garçon mignon et très curieux, 2 qualités qu'elle trouve excellentes. Cependant, Alice réalise qu'elle ne l'a jamais vu sourire. Pendant ce temps, Reynolds entraîne Arthur à l'escrime et affirme qu'il a un grand talent. Il appelle donc Alice pour voir comment leur fils s'en sort. Mais dès son arrivée, elle voit son fils s'entraîner à l'escrime. Elle regarde Reynolds avec étonnement et colère et lui demande ce qu'il fait devenir Arthur. À ces mots, Reynolds, déjà effrayé, répond qu'il n'a offert l'épée qu'à Arthur. Mais en entendant cela, Alice lui rappelle que le garçon n'a même pas encore appris à marcher. La voyant si en colère, Reynolds s'excuse. Mais Alice continue de se plaindre, affirmant que leur fils pourrait être blessé par sa négligence. Pendant ce temps, Arthur, observant les 2 hommes de loin, comprend enfin la structure de pouvoir entre ses parents. Sa mère est celle qui commande, et son père, celui qui est soumis et obéit
obéit à la femme. À ce stade, Arthur en déduit qu'il s'agit peut-être d'un cas isolé dans sa famille, ou peut-être que le monde est majoritairement matriarcal. Après cette discussion, Alice emmène Arthur en ville et remarque son enthousiasme. Arthur observe alors tout ce qui l'entoure afin de recueillir le plus d'informations possible sur ce nouveau monde dans lequel il est plongé. En analysant l'équipement et les armes de ce monde, Arthur est capable d'évaluer le niveau technologique de cette nation. De plus, il voit des substances qui n'existaient pas dans son monde dans sa vie passée. En dehors du fait qu'il pouvait être témoin, la magie, personnellement, lui a été très instructive. Arthur réalise alors qu'il a eu les meilleurs parents du monde, car ils répondent à tous ses caprices. Ainsi, même si sa vie est limitée, Arthur la trouve moins désagréable qu'il n'y paraissait au premier abord. Et bien que, dans sa vie passée, il n'ait reçu aucune affection de son ancienne famille, Arthur estime qu'avoir une famille plus chaleureuse ne lui pose aucun problème. Et quant à Alice, elle lui dit que le voir intéressé par la lecture et fasciné par la ville dès son plus jeune âge la rendait très heureuse. Après tout, il a hérité cette curiosité pour les choses qui l'entoureraient, son père. Par conséquent, elle croit qu'il sortira bientôt et verra le monde, tout comme Ray l'a fait, même si elle voulait que son fils vive une vie plus tranquille. Arthur, quant à lui, se sent très chanceux, car il a sous les yeux l'exemple de la personne qu'il souhaite devenir. Il reste cependant près de la fenêtre à regarder Ray faire léviter des rochers grâce à la magie, mais il le fait de manière très inefficace, ce qui déçoit Arthur. Peu après, Alice s'approche de lui et lui annonce que le prochain coup de Ray va le surprendre. Arthur le voit amplifier ses coups et remarque que son père utilise le mana sous forme d'amplificateur. Après être resté un peu plus longtemps près de la fenêtre, Alice décide d'emmener Arthur dormir. Cependant, dès qu'il passe devant une étagère, Arthur pointe la main vers les livres, montrant qu'il ne veut pas dormir maintenant. Pourtant, Alice dit qu'il est temps pour lui de dormir et de ne pas lire. En entendant cela, Arthur commence à la regarder avec l'air d'un bébé suppliant. Et bien qu'Alice refuse d'abord de céder à son chantage, elle finit par céder et le laisse lire au moins un peu. En lisant le livre, Arthur concentre à nouveau son mana en un seul point de son corps, une compétence acquise ces 2 dernières années. Et même si cette tâche lui a demandé un effort considérable, Arthur sent que tout ce qu'il a accompli en vaut la peine. Après avoir concentré le dernier fragment de son mana, Arthur provoque une énorme explosion dans sa maison. À cet instant, Ray remarque l'incendie qui se prépare pour Alice et se jette devant elle pour la sauver. Après cela, tous deux se tournent vers Arthur et entrent dans la maison, cherchant désespérément l'enfant. Alors qu'ils le recherchent, Ray est incrédule face à cette soudaine explosion de mana. Après tout, Arthur n'a que 3 ans, un âge bien trop jeune pour avoir la moindre trace de mana. Soudain, il découvre le garçon flottant grâce à son utilisation du mana. Arthur redescend alors et s'approche de ses parents, lorsque soudain, le toit de la maison s'effondre sur lui, le rendant certain que ce sera sa fin. Mais avant que le plafond ne le touche, Ray le sauve. À cet instant, Arthur se souvient qu'il peut être tranquille face à toute adversité. Après tout, ses parents seront toujours là pour le protéger. Dès qu'elle voit son fils hors de danger, Alice se met à pleurer de soulagement. Arthur, quant à lui, trouve l'attitude d'Alice et de Ray étrange, car être heureux de sauver quelqu'un est une chose qu'il n'a jamais apprise dans son ancien monde. Cela dit, il serre sa mère dans ses bras et, 3 ans plus tard, appelle finalement ses parents, maman et papa, et fond en larmes. Et déjà dans le passé, un homme est condamné à mort après avoir tenté d'assassiner le roi. Et bien qu'il ait commis un crime très grave qui entraînerait une exécution immédiate, le conseil lui accorda un privilège, qui décida de l'escorter, lui et sa famille, dans leur pays en attendant leur procès. Le condamné tenta alors de justifier sa condamnation, affirmant qu'il était seul responsable de la tentative d'assassinat contre le roi et qu'il demandait donc que sa famille soit épargnée. En échange, il accepta d'être exécuté immédiatement, sans avoir à attendre son jugement dans son pays d'origine. Entendant l'homme contester la décision du roi et de Grey, les serviteurs lui disent de se mettre à sa place, car le roi est la lumière qui les guide. De plus, cette situation est insignifiante et n'a pas besoin d'être discutée. Après tout, le roi a déjà condamné tout le monde à mort. L'homme continue de supplier pour s'occuper de sa famille épargnée, mais Grey commet une chose encore pire. Il tue froidement sa famille devant lui. Voyant cela, les serviteurs interprètent cela comme un véritable acte de miséricorde, car après tout le monde n'a pas le privilège d'être tué par le roi. À part cela, les 2 hommes furent épargnés par une exécution mal planifiée. Voyant cela, le condamné remercia le roi pour sa clémence, et de retour au présent, Arthur se retrouva à s'entraîner à l'escrime avec son père, qui, à un moment du combat, imprégna son épée de magie du feu. Voyant cela, Arthur fit de même, laissant son père impressionné, et finalement, le garçon parvint à le vaincre, détruisant l'épée de Reynolds. Constatant le niveau atteint par son fils, il décide d'engager un véritable mentor pour Arthur. Cependant, face à l'idée de son mari, il s'y oppose et affirme qu'il peut continuer à former le garçon lui-même, puisqu'il était disposé à le faire dès le début. Il répond à Reynolds qu'il avait effectivement prévu de procéder ainsi, mais qu'il a progressivement réalisé que le talent d'Arthur était trop grand pour qu'il puisse le maîtriser seul. Il est donc convaincu qu'Arthur progressera davantage s'il a un véritable mentor pour lui enseigner. Alice insiste pour leur confier l'éducation du garçon et est disposée à enseigner la magie à Arthur. Si tel est le cas, Reynolds se souvient cependant que sa magie est très spécifique. Il informe également Arthur qu'il a pu détruire son épée en bois recouverte de mana, et ce, à seulement 4 ans. Il réitère donc qu'Arthur progressera davantage s'il a un véritable instructeur pour s'occuper de son enseignement. Face à tant de preuves, Alice comprend enfin le point
de vue de Reynolds, mais elle dit qu'elle ne pense qu'à son présent, car elle veut avoir le privilège de voir son fils grandir de près. Et en entendant cela, Reynolds est d'accord avec ce point. Après tout, il aimerait aussi voir son fils grandir. Et avec cela, il commence à envisager de laisser les choses comme elles sont. Mais peu de temps après, il se souvient à nouveau de l'avenir de son fils, puis commence à se disputer à nouveau avec Alice à ce sujet. Mais soudain, Arthur propose une troisième option, dans laquelle les trois peuvent aller ensemble dans la ville où il restera. Et bien que cette option soit tout simplement la plus évidente, Alice et Reynolds commencent à flatter leur fils, disant qu'il était brillant dans cette suggestion. Eh bien, en rencontrant un groupe de nouvelles personnes, Arthur se présente au groupe Orne Twin, qui dans ce cas, est le même groupe dont ses parents faisaient partie dans le passé. Et dans celui-ci, l'un des membres du groupe se présente comme Adam Cranch. Puis, une jeune femme nommée Angela Rose salue Arthur, le serre dans ses bras et lui dit combien il l'aime. C'est mignon. Et quand il voit à quel point elle serre le garçon, Durden Walker, un autre membre du groupe Orne Twin, pose le garçon au sol et le salue d'un simple toucher de la main. Puis, Arthur est présenté à Jasmine et Hélène, les derniers membres du groupe qui ne s'étaient pas encore présentés, et après qu'Arthur ait rencontré tout le groupe, ils continuent leur voyage en calèche, et pendant le voyage, Arthur remarque à quel point les moyens de transport de cette époque sont primitifs, car dans son ancien monde, où il régnait en tant que roi le plus important, il avait des moyens de transport beaucoup plus technologiques. Eh bien, continuant le voyage, ils font un arrêt dans la forêt, dans lequel Arthur découvre qu'il se dirige vers une ville appelée Shiro, et soudain, au milieu du repas, ils sont surpris par une meute de loups. Mais le groupe Orne Twin se réunissent et achève l'ennemi avec l'aide de Reynolds, et la nuit vouloir. Pendant qu'ils dînent, Alice remarque le bras blessé de son mari et décide de le guérir rapidement avec sa magie de guérison, et tout en voyant Hélène en action, Arthur explique que sa mère n'est pas n'importe quel type de magicienne, mais un transmetteur avec des pouvoirs de guérison, et comme Hélène est une magicienne très rare et extrêmement précieuse, elle ne peut pas se promener en train de guérir les gens ouvertement, sinon, cela mettrait une cible sur sa tête, et le fait que ses parents vivent à la campagne est en partie à cause de ce pouvoir d'Alice. Après avoir vécu dans un endroit éloigné, il est plus facile de cacher son pouvoir. Et avant d'aller dormir, Adam demande à faire un exercice avec Arthur. Alors les deux se positionnent pour commencer l'entraînement et regardent autour. Arthur remarque que tout le monde semble s'inquiéter pour lui, mais il ne semble pas vouloir intervenir, comme s'ils avaient oublié qu'il n'a que 4 ans, et soudain, Adam manie sa lance avec de la magie de feu, et en voyant cela, Arthur se rend compte qu'il n'ira pas facilement. Mais lorsque le combat commence réellement, Arthur parvient à impressionner Adam avec la compétence qu'il a déjà acquise en si peu de temps. Mais à la fin, le garçon est jeté en raison du fait qu'il a encore un corps très léger. Mais peu de temps après, il est sauvé par l'un des membres des Cornes et des Jumeaux. En cela, il gronde Adam en disant qu'il a exagéré l'entraînement. Mais Adam réfute tout le monde et leur rappelle qu'Arthur est en fait un monstre impitoyable. Par conséquent, il savait déjà que le garçon résisterait au combat, et après avoir dit cela, il demande à Reynolds quelle formation il a donnée au garçon pour le rendre comme ça, et Reynolds lui assure qu'il n'y n'a jamais rien fait de mal. Après tout, son fils a toujours été un prodige. Quant à Jasmine, elle se rend auprès d'Arthur et lui demande de lui apprendre ce qu'il a fait lors de la confrontation avec Adam. Arthur remarque dans son regard qu'il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Les jours suivants, il continue de voyager normalement. Arthur enseigne à Jasmine ce qu'il sait. De plus, il continue également à s'entraîner et à apprendre beaucoup de choses, en plus de partager avec les autres les connaissances acquises dans sa vie passée. Alors que tout se passait très bien, un événement inattendu lui est arrivé. Jasmine se rend chez lui le jour de son anniversaire pour le remercier de tout ce qu'il lui a appris, et décide de lui offrir une mini-dague. Pendant ce temps, les autres femmes l'observent de loin, et Angela révèle que Jasmine n'est pas du genre à se rapprocher de qui que ce soit. La voir s'y attacher à Arthur est donc quelque chose de nouveau pour elle. Alice dit que la situation est compréhensible, car son fils est très mignon. Quant à Adam, il presse tout le monde de partir en disant qu'il est temps pour eux de partir. Mais avant de partir, Arthur remarque que sa mère agit un peu étrangement, comme si elle ressentait de la douleur quelque part. Mais Alice le déguise en disant qu'elle va bien. Alors ils montent dans la voiture et continuent le voyage normalement. Mais à mi-chemin, ils sont interceptés par des flèches ennemies. Dans ce cas, le chef du gang qui les encercle demande à ses hommes de laisser les femmes et les enfants en vie, car ce sont des objets de grande valeur. Dans ce cas, Arthur remarque que ce type de personnes sont en effet des opportunistes. Ils semblent être dans n'importe quel monde. Tandis qu'Alice, elle remarque son fils tendu et essaie de le rassurer, en disant qu'elle est là pour le protéger. Dans ce cas, Reynolds et les autres quittent la voiture. Et une confrontation contre les bandits commence. Et en observant la façon dont le groupe Orne Twin et Reynolds prennent le dessus dans le combat, Arthur remarque qu'ils sont plus habiles, même s'ils sont en désavantage numérique. Et quant aux ennemis, leur seul avantage est justement leur quantité. Mais petit à petit, les ennemis l'épuisent. Lorsque Reynolds est projeté contre la voiture et entend ce fracas, Alice sort inquiète pour son mari. Mais Reynolds lui fait comprendre que la blessure qu'il a reçue n'est pas encore très grave. Et de plus, il lui rappelle que si les ennemis connaissent le pouvoir qu'elle cache, ils seront encore plus excités de l'emmener avec eux. Après avoir dit cela, il ordonne à Arthur d'aller chercher sa mère et de partir au plus vite. Mais le garçon refuse et dit qu'il suffisait de se battre à leur côté. À ce moment-là, Reynolds profite de ce moment pour révéler que la mère d'Arthur attend un autre enfant. Il demande donc au garçon d'utiliser sa force pour protéger sa mère et son petit frère. Et en voyant cela, Arthur se souvient des fois où il a vu sa mère agir étrangement, comme si elle souffrait ou ressentait un certain inconfort, et découvre finalement la raison de tout cela. Puis il décide d'obéir aux ordres de Reynolds, éloignant sa mère de là. Et en voyant cela, l'ennemi essaie de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque, l'empêchant d'y arriver à sa famille. Et dans ce deux autres ennemis tentent de courir après Alice et Arthur,
Arthur. Mais Tadam et Jasmine les tuent tous les deux avec leurs flèches, et sur le chemin en courant avec sa mère, Arthur se souvient de sa vie passée en tant que Ray et Gray, l'époque où il a pris la vie des membres de la famille d'autres personnes, et maintenant il se retrouve dans la position opposée, où il doit défendre la vie de sa mère pour que d'autres ne la lui prennent pas. Dans ce, il se souvient de cet homme, qui a fait tuer sa famille par lui, et sans que cela lui arrive à cause d'une sorte de karma. Et déjà en suivant le chemin, il est surpris par l'un des ennemis, qui jouait et l'a attaqué avec de la magie. Il parvient rapidement à écarter sa mère du chemin, mais finit par être touché, le faisant tomber dans un abîme. Mais pendant la chute, Arthur parvient à attacher son poignard qui était attaché à une corde à la jambe de l'ennemi, réussissant à le tirer vers la mort avec lui. Et pendant la chute, Arthur comprend enfin pourquoi cet homme l'avait supplié d'épargner la vie de sa famille. Après tout, il était vraiment prêt à se sacrifier seul pour qu'il puisse vivre et rester en vie. Et même avant la chute finale, Arthur se souvient momentanément du frère qu'il était sur le point de gagner, et sent qu'il aurait été bon de rester en vie pour assumer ce rôle de frère aîné. Mais quand il ouvre à nouveau les yeux, Arthur se réveille dans un endroit étrange, quand soudain une créature mystérieuse s'approche de lui et le salue, l'appelant par son nom. Et quand on lui a demandé pourquoi il était là à ce moment-là dans un endroit étrange, Arthur se souvient d'un événement encore plus important. Dans ce cas précis, il se dirige vers l'ennemi comme s'il était attiré par lui. La créature le repousse d'un geste brusque, comme si elle voulait le repousser tout en le laissant en vie. L'être annonce alors à Arthur qu'il a encore un long chemin à parcourir. De plus, la créature lui fait clairement comprendre qu'elle est une alliée et non une ennemie. Sur ce, elle prend des fruits et les place devant Arthur. Ce dernier tente de les récupérer, mais ressent une vive douleur, due à l'attaque subie précédemment. Elle lui dit alors d'être heureux d'avoir survécu. Arthur cesse alors de pleurer et commence à lui parler, comme s'il voulait lui poser des questions. Mais la créature refuse de lui répondre tant qu'il n'a pas mangé. Arthur, sans autre choix, commence à manger le fruit qu'elle lui a apporté. Après avoir mangé un fruit presque sans le mâcher, Arthur commence à poser des questions, notamment sur ses parents et ce qu'ils font. À cette première question, la créature lui informe qu'elle ne peut pas quitter cet endroit, mais qu'elle voit un peu au-delà de cette zone sombre. Elle projette ensuite une image à l'extérieur pour qu'Arthur puisse voir ses parents et lui dit que la famille du garçon est saine et sauve. Après tout, ils ont quitté le lieu du combat il y a quelques jours. En découvrant que sa famille va bien, Arthur fond en larmes et remercie cet être de lui avoir fourni cette information. À ce moment-là, la créature qui l'aide se présente sous le nom de Sylvia, ce qui permet à Arthur de la remercier en prononçant son nom. Quelques jours se sont écoulés depuis qu'Arthur a été sauvé par Sylvia. Ses blessures sont enfin guéries, et bien qu'il fût prêt à rentrer chez lui, il ne pouvait le faire sitôt, car, selon Sylvia, il se trouve aux abords de la forêt d'Elshire, territoire de plusieurs espèces d'animaux sauvages et d'une forte concentration de bandits. Et même si son départ risque d'être difficile, Sylvia prépare un moyen pour qu'Arthur puisse quitter les lieux et retrouver sa famille. Dans ce cas, elle a besoin de plus de temps pour ouvrir une brèche dimensionnelle qui lui permettra de partir et de rentrer directement chez lui sans traverser la dangereuse forêt. En attendant, Arthur ramasse une brindille et commence à s'entraîner à l'escrime. Plus il passe de temps sur place, plus il réalise que Sylvia ne lui a jamais rien dit d'elle, ni si elle se battait contre quelque chose. Et même si son apparence a pu paraître effrayante au début, Arthur s'est peu à peu habitué à Sylvia et a découvert qu'elle avait toujours été une personne vraiment gentille. Après avoir terminé son entraînement d'escrime, Arthur s'assied sur un rocher et commence à concentrer son mana dans son noyau, laissant Sylvia stupéfaite, car elle n'imaginait pas qu'à un si jeune âge, il serait capable de développer un noyau de mana aussi solide. Sylvia commence alors à collecter du mana en utilisant la magie. Arthur est impressionné par cette scène. Cependant, Sylvia lui explique que les gens ont souvent une idée fixe de ce qu'est le mana. Ils pensent donc que collecter et utiliser du mana ne peuvent être effectués que séparément, alors qu'en réalité, de nombreuses espèces sont capables de faire les deux simultanément, comme c'est le cas des monstres appelés bêtes de mana. Après avoir expliqué cela, Sylvia demande si Arthur aimerait apprendre cette compétence, et il répond immédiatement oui. Mais avant d'enseigner, elle lui demande ce qu'il compte faire lorsqu'il acquérera ce pouvoir. Après tout, s'il parvient à maîtriser cette compétence, il sera encore plus fort, et par conséquent, il doit savoir comment utiliser ses pouvoirs correctement. En entendant cette question plus philosophique, Arthur réfléchit un peu plus et finit par se souvenir des bandits qui ont fait du mal à sa famille. En cela, il répond à Sylvia, en disant qu'il apportera la mort à ceux qui ont tenté de mettre fin à la vie de sa famille. En entendant cette réponse haineuse, Sylvia adresse un nouveau coup à Arthur et déclare qu'elle n'a aucune intention d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un qui a cette expression haineuse. Cependant, Arthur lui rappelle que vouloir vaincre ses ennemis est tout à fait naturel. Et dès qu'il dit cela, Arthur se souvient que cette mentalité de vouloir vaincre ses ennemis l'a conduit au rang de roi le plus puissant de sa vie passée. Sylvia lui explique qu'il cherche simplement à alimenter ses pensées en tuant des gens. De plus, pour elle, la colère et la haine sont des émotions qui peuvent facilement le dominer, poussant Arthur à recourir à une violence extrême pour résoudre un problème. Et même s'il est bon de laisser ce sentiment de haine émerger, Sylvia lui fait comprendre que seul ce sentiment subsistera si Arthur le laisse transparaître, et elle ne veut pas que la vie qu'elle a sauvée agisse ainsi. En entendant cette réprimande pertinente, Arthur a l'impression que Sylvia a un résumé de qui il était dans sa vie passée, et grâce à cela, elle le guide vers un meilleur chemin. Poursuivant ses questions, Sylvia demande à
Arthur ce qu'il compte faire lorsqu'il sera plus fort qu'aujourd'hui. Arthur se souvient de sa famille et de ses amis et affirme qu'il compte utiliser ce pouvoir pour protéger ceux qui lui sont chers. En entendant cela, Sylvia affirme avoir trouvé la réponse parfaite. Pendant ce temps, un autre être de la même espèce que Sylvia se dirige vers elle, promettant de l'achever et de ne pas la laisser échapper à ses griffes. Et voilà qu'Arthur retrouve un vieux souvenir de son passé de roi Grey, qui, soit dit en passant, n'était qu'une façade, car même s'il était roi, toute l'autorité politique était entre les mains du Parlement, et comme les ressources et la natalité de la nation diminuaient, le seul rôle du roi dans cette situation était d'agir comme l'auteur de la guerre. Il se considérait donc comme une simple machine à tuer. Grey rencontre alors Marlon, qui l'accompagne avec joie, lui disant que toutes ses victoires ont apporté richesse et gloire au peuple. Bien que Marlon soit enthousiasmé par le déroulement de cette guerre, Grey pense le contraire et déclare qu'il démissionnera de son poste de roi. De retour au présent, Arthur maîtrise enfin le pouvoir de Sylvia, qui le frappe à son tour d'un nouveau coup, forçant le garçon à se cacher au milieu des décombres. Elle lui demande alors de ne pas faire de bruit. À ce moment-là, l'être précédent, qui se trouvait derrière Sylvia, arrive enfin sur les lieux. En l'apercevant, Arthur remarque qu'il ressemble beaucoup à Sylvia, bien qu'il semble dégager une aura cruelle. Quant à cet être, il tend la main à Sylvia et lui demande de l'accompagner, mais elle refuse, et l'ennemi utilise alors sa force pour tenter de la forcer. Il lui ordonne alors de céder rapidement, car continuer à résister ne ferait que raccourcir sa vie. Sylvia, entendant cela, répète la même chose à son ennemi. Elle se transforme alors en un être de lumière blanche et frappe l'ennemi avec l'un de ses sorts les plus puissants. L'ennemi lui rappelle alors que recourir à ce type de magie lui coûtera cher. Sylvia répond cependant qu'elle ne se soucie de rien d'autre, qu'après tout, elle a déjà vécu la vie heureuse qu'elle désirait et qu'elle est donc prête à mourir si nécessaire. Soudain, l'ennemi trouve une ouverture pour tenter de l'attaquer. À cet instant précis, Sylvia arrête le temps et appelle Arthur plus près d'elle. Elle lui demande alors si son visage est plus amical. Et en la voyant, Arthur dit qu'elle ressemblait étant un dragon, le nom mythologique que les humains utilisent souvent pour des êtres comme elle. Eh bien, tout en discutant, Sylvia décide d'accélérer les choses et ouvre un portail pour qu'Arthur puisse sortir de là. Bien qu'elle n'ait pas réussi à ouvrir un portail vers un endroit plus éloigné de cette forêt dangereuse, Sylvia croit avoir déjà appris à Arthur ce dont il a besoin pour survivre dans cet endroit hostile. Mais avant qu'il ne parte, Sylvia lui demande à nouveau de lui dire à quoi il sert avec tout ce pouvoir, et Arthur répond qu'il l'utilisera pour protéger ceux qu'il aime. En entendant cela, Sylvia se sent un peu plus calme et dit qu'elle a des cadeaux à lui offrir avant le départ d'Arthur. En plus des cadeaux, Sylvia se fait tatouer les bras et dit qu'il comprendra leur signification le moment venu. Après tout cela, elle dit au revoir au petit Arthur, qui est triste de partir si tôt. Sylvia répond qu'elle aurait pu le renvoyer chez lui plus tôt, mais qu'elle voulait rester auprès du garçon un peu plus longtemps. En entendant cela, Arthur lui demande pourquoi elle a fait cela, et Sylvia répond qu'elle aimait vivre ici avec lui. En entendant cela, Arthur se met à pleurer d'émotion et dit qu'il se sent impuissant de ne pas avoir pu la protéger malgré tout ce qu'elle lui a appris. Mais le voyant se blâmer, Sylvia lui fait comprendre que c'était déjà son destin inévitable. Cependant, Arthur lui dit que, quelle que soit sa nature, dragon ou monstre, il la considère désormais comme un membre de sa famille. Sur ce, Arthur franchit le portail pour partir, mais par réflexe, il se tourne vers Sylvia, lui demandant de l'accompagner. Cependant, Arthur est aspiré par le portail avant de pouvoir l'atteindre. Juste après, Sylvia fait revenir le temps à la normale, et le coup porté par l'ennemi la touche enfin, faisant semblant d'être morte de cette attaque. Mais, voyant cette scène, l'ennemi s'avance vers elle et affirme que ce simple coup ne la tuerait jamais. Sylvia profite alors de ce moment de distraction pour le tuer d'un éclair de magie. Puis, elle s'adresse une dernière fois à Arthur, lui demandant de transformer progressivement le monde qui l'entoure en un lieu plus heureux. Après tout, elle sait qu'il était le roi le plus fort de sa vie passée. Elle le croit donc capable d'y parvenir et lui demande de ne pas laisser son cœur s'emplir de haine et de colère. Eh bien, Arthur est envoyé dans une zone boisée, et quand il se relève, il regarde rapidement en arrière, comme s'il avait vu un ennemi s'approcher, lui laissant sans beaucoup de temps pour réfléchir. Après tout, quelque chose est proche. Et remarquant qu'il y a du monde autour, Arthur il place la garde et se met à courir vers l'endroit où il a entendu la voix. Il y trouve un groupe de bandits qui capturent un fille-elfe dans la forêt. Et puis, l'un des bandits commente la valeur que l'elfe apportera à leur poche une fois vendu. Et quant à leur patron, le gars dit simplement à tout le monde d'aller de l'avant jusqu'au bout de la forêt. Et pendant ce temps, Arthur reste, de loin observant tout cela. Il se rend compte que ces hommes ont l'intention de vendre la jeune fille comme esclave. Lorsqu'il se souvient que sa famille a été victime de la même situation, Arthur s'emporte, mais se retient en se rappelant que Sylvia lui a demandé de ne pas se laisser consumer par la haine. Il se lance alors à la poursuite du carrosse des bandits dans l'intention de les mener jusqu'au premier campement humain. Arthur peut les dénoncer, mais au milieu du voyage, l'un des hommes suggère de maltraiter l'elfe avant de la vendre, car il estime que ce serait du gaspillage. Le vendre sans en profiter du tout, et quand il se rend compte qu'il n'y a aucune garantie que la fille soit indemne, Arthur commence à se préparer au combat, et dès qu'il voit les loups des bandits si obéissants, Arthur remarque qu'ils semblent être contrôlés par la magie, puis décide d'utiliser les loups des bandits contre eux. Arthur jette
jetent des pierres vers le monstre, les obligeant à rester agités. Et en entendant les loups, en hurlant, l'un des bandits commence à leur donner des coups de pied pour tenter de les faire taire et les empêcher d'attirer les monstres de la forêt. Voyant l'homme en position vulnérable, Arthur surgit par surprise et achève le bandit. À ce moment, un autre bandit remarque que son compagnon tarde trop et va voir ce qui se passe. Quand soudain, il est lui aussi surpris par Arthur. À ce moment, un troisième bandit arrive sur les lieux et comme ses amis, il est attaqué par Arthur. Il parvient cependant à s'en sortir vivant et prévient les autres bandits qu'un enfant sorcier les attaque. En entendant cela, le chef du groupe se rend auprès d'Arthur et lui dit qu'il n'a pas l'intention de l'achever, considérant que le garçon est une véritable poule aux œufs d'or. Il propose alors à Arthur de l'accompagner, persuadé qu'il rapportera encore plus d'argent que l'elfe. Arthur résiste, mais reçoit un coup de pied en pleine poitrine. Et après l'avoir laissé allongé sur le sol, le chef tire Arthur par le pied et lui dit de se rendre. Après tout, il n'a pas assez de force pour le vaincre. Cependant, Arthur parvient à utiliser sa magie du feu pour le brûler. À ce moment-là, le gars abandonne d'essayer de l'attraper vivant. Et à la place, il vendra simplement la carcasse d'Arthur à un cinglé qui aime collectionner les corps. Cependant, Arthur parvient à agir plus vite et poignarde le chef à la tête. Ce faisant, il se dirige vers le dernier bandit restant et l'entend implorer son pardon. Arthur lui rappelle alors que l'elfe qu'ils ont kidnappé a également demandé pardon, mais sa requête a été refusée. Cela dit, Arthur achève le dernier bandit et se dirige vers l'elfe pour la libérer. Puis, elle remarque Arthur blessé au bras et s'inquiète pour lui, mais le garçon affirme que ce n'est rien de grave. Dès qu'il dit cela, Arthur réalise que c'est la première fois qu'il entre en contact avec quelqu'un de son âge. Après tout, jusque-là, il n'avait interagi qu'avec ses parents et des aventuriers plus âgés. Et puis, quand il se souvient avoir laissé les cadavres des bandits exposés, Arthur court les cacher et dit qu'il y a des choses que les enfants ne voient pas. Mais en l'entendant parler ainsi, l'elfe lui rappelle qu'il est aussi un enfant, tout comme elle, ce qui gêne Arthur, car elle a raison. Et puis, la fillette demande ce qui est arrivé exactement à ces méchants qui l'ont kidnappé. Dans ce cas, Arthur ment, en disant qu'il vient de subir un malheureux accident. Cependant, il lui demande de ne s'inquiéter de rien, car sa sécurité est primordiale. Cela dit, Arthur tourne le dos pour poursuivre son chemin. Mais avant qu'il ne puisse partir, l'elfe le retient et le fixe du regard de quelqu'un qui demande à ne pas être abandonné. Arthur explique alors qu'il doit retourner auprès de sa famille et que les bandits qui l'ont capturé ne la poursuivront plus, afin qu'elle puisse rentrer chez elle sans craindre de nouveaux dangers. Mais lorsqu'il remarque qu'elle a toujours besoin de son aide, Arthur cède et décide de l'aider. Avant de partir, elle lui demande de libérer les loups des bandits, car ils finiront par mourir s'ils persistent dans cette situation. Arthur leur dit alors qu'ils doivent laisser ces monstres derrière eux, car ils risquent d'être attaqués s'ils les libèrent. Cependant, l'elfe lui rappelle que ces loups étaient autrefois sous le contrôle de ces hommes, et qu'elle est donc convaincue qu'ils ne les attaqueront plus. À ces mots, Arthur libère les loups, qui quittent les lieux sans les attaquer, comme l'avait dit l'elfe. Après cela, il s'engage enfin sur le chemin de la maison de la jeune fille. Arthur se souvient alors qu'il ne connaît toujours pas son nom. La jeune fille se présente alors comme étant Tessia Erali. Après s'être présentée, Arthur sert à manger à Tessia afin qu'ils puissent poursuivre leur longue marche. Mais dès que la jeune fille sent l'odeur, elle hésite légèrement à manger. Arthur réalise alors que la jeune fille est très différente de lui sur ce point. Après tout, il ne considère la nourriture que comme un moyen de se nourrir pour ne pas mourir. Tessia, quant à elle, mange la viande séchée bouillie d'Arthur, mais se plaint, préférant quelque chose de plus sucré. Cela dit, elle lui demande ce qu'il faisait dans la forêt d'Elshir, et il lui explique qu'il vient d'être séparé de sa famille. Entendant cela, Tessia parle un peu plus de sa famille et d'Elnoir, son lieu d'origine. Dans ce cas, elle passe plus de temps avec ses grands-parents, car les parents de Tessia sont très occupés. Et pendant le voyage, Arthur remarque que l'endroit où vit Tessia semble plus éloigné qu'il ne l'imaginait. Soudain, des insectes lumineux s'approchent d'eux. Arthur s'enquiert de ces choses, et Tessia répond que ces insectes sont très courants à Elnoir. Après tout, les habitants les utilisent généralement pour marquer le chemin. Cela dit, elle place un insecte lumineux dans l'oreille d'Arthur, comme une boucle d'oreille. Peu après, l'insecte s'envole, et ils repartent vers Elnoir. Pendant le voyage, Tessia l'informe qu'elle ira s'entraîner chez son maître dès que sa sœur se réveillera, et elle attend donc avec impatience ce jour. En entendant cette étrange façon d'enseigner, Arthur lui demande si elle ira dans une école. Mais Tessia ne comprend pas ce terme inconnu, et Arthur lui dit simplement d'oublier ce qu'il a dit. À la tombée de la nuit, Arthur installe une tente pour Tessia et promet de rester dehors pour surveiller les lieux. Tessia évoque l'interdiction de son grand-père de coucher avec des garçons, mais elle précise qu'elle gardera le secret. Mais en entendant cela, Arthur dit que ce n'est pas grave. Après tout, il n'a pas encore sommeil. Mais Tessia montre qu'elle a peur d'être seule, et lui demande donc de monter la garde avec elle dans la tente. Elle lui conseille également de l'emmener avec lui au cas où il aurait besoin de quitter la tente pour quelque raison que ce soit. Cela dit, Arthur lui demande de se concentrer alors qu'elle dort. Elle continue de lui parler et dit qu'elle a entendu dire que les humains sont plus pervers et aiment avoir plusieurs femmes. Mais en entendant cela, Arthur dit qu'il y a probablement aussi plusieurs elfes tout aussi pervers. Et il explique en outre que les rares hommes qui ont plusieurs épouses ne sont que des aristocrates. Et voilà, le lendemain, alors qu'ils poursuivent leur chemin, Arthur remarque que Tessia s'est déjà habituée à lui, au point d'avoir oublié l'enlèvement qu'elle a subi quelques jours auparavant. En poursuivant sa route, il commence à ressentir une douleur intense provenant de son point de mana. Voyant cet état, Tessia se
se précipite pour trouver des plantes qui pourraient l'aider. Mais la douleur d'Arthur ne cesse pas, jusqu'à ce que soudain, l'un des loups qui l'a aidé s'approche de lui. En l'occurrence, le loup s'approche de lui pour lui donner un animal qu'il a chassé, en remerciement d'avoir sauvé Arthur, lui et les deux autres loups. Après avoir mangé la viande fournie par le loup, il retourne à la tente, où Tessia lui raconte une histoire que son grand-père racontait. Mais tandis qu'elle continue, Arthur sent ses paupières s'alourdir et finit par s'endormir involontairement. Tessia attire alors son attention et lui demande s'il écoute l'histoire. Cependant, Arthur ne lui répond pas, et le lendemain, il continue de ressentir la douleur de son point de mana, mais continue de le cacher à Tessia, pour ne pas l'inquiéter. Tout en marchant, il se lamente d'avoir un corps si enfantin et si faible. Tessia, quant à elle, commente la proximité qu'ils ont développée ces derniers temps, puis demande à pouvoir l'appeler Ar, une abréviation affectueuse de son prénom. En entendant cela, Arthur la laisse l'appeler comme elle veut, mais lorsqu'elle le remarque sur un ton si sec, elle perd confiance en ses paroles, et Arthur exagère, affirmant qu'elle peut l'appeler affectueusement, même s'il ne mérite pas un tel honneur, puisqu'il n'est qu'un paysan du peuple. Et lorsqu'elle entend cette nouvelle façon de lui parler, Tessia devient encore plus furieuse, car elle a l'impression qu'il ironise avec elle, qu'il fait une blague sur son oncle. En entendant cela, Arthur refuse de se laisser aller à cette insulte, et lui rappelle qu'elle est une pleurnicheuse qui n'a pas le courage d'aller aux toilettes seule. En le voyant lui lancer cela au visage, Tessia avoue qu'elle est triste pour lui, car après tout, elle était déjà déterminée à le traiter comme un de ses amis. Après cela, ils continuent leur route, quand soudain, ils aperçoivent un arbre qui brille. Arthur demande ce que c'est. Cependant, Tessia franchit le portail et tend la main à Arthur, lui disant qu'ils ont enfin atteint la destination qu'ils cherchaient. Après avoir atteint le noir, ils sont surpris par un groupe d'elfes qui se rendent sur place après avoir découvert l'utilisation d'un portail de téléportation près d'eux. Les elfes capturent Arthur dès qu'ils constatent qu'il est humain. Se retrouvant dans cette situation, Arthur regrette de ne pas avoir réalisé où il se trouvait auparavant. Après tout, il était évident que Tessia l'emmènerait au royaume elfique. Sur ce, les gardes descendent Arthur et se préparent à le tuer. Mais avant qu'ils puissent aller plus loin, Tessia ordonne aux hommes d'arrêter. Sur ce, l'un des elfes lui rappelle qu'Arthur est un humain violent et qu'il cause des problèmes aux elfes. Cependant, Tessia lui assure qu'Arthur est différent des autres, étant donné qu'il l'a sauvé. Mais dès qu'il entend cela, l'elfe comprend qu'Arthur a seulement fait semblant de sauver Tessia pour lui faire un lavage de cerveau. Soudain, au milieu de la discussion, le grand-père de Tessia apparaît et demande aux elfes de laisser Arthur tranquille. Après cela, l'homme se présente comme Virion Héralite, l'ancien souverain du royaume d'Elénoir, puis remercie Arthur pour l'aide qu'il a apportée à sa petite fille, la princesse d'Elénoir, Tessia. Lorsqu'il découvre que la jeune fille est en réalité une princesse, Arthur est stupéfait, car après tout, rien chez elle ne lui laissait penser qu'elle pouvait être une personne d'un tel statut. Et voilà qu'au milieu de la conversation, les parents de Tessia débarquent, heureux de voir leur fille en sécurité. Voyant qu'un humain est présent, le père de Tessia lui demande ce qu'il fait là, puis ordonne aux gardes d'arrêter Arthur immédiatement. Mais Virion, apprenant cela, explique qu'il a empêché les gardes d'agir dans cette affaire, car même si Arthur est une créature sauvage, il leur a ramené Tessia. Il estime donc qu'il ne serait pas de bon ton de l'exécuter. En entendant cela, Tessia renforce la requête de son grand-père, ordonnant aux gardes de ne rien faire de mal à l'humain qu'il a sauvé. Elle suggère plutôt qu'Arthur soit accueilli au château avec la plus grande politesse possible. Mais, voyant qu'elle a l'intention d'emmener un humain au château elfique, le père de Tessia s'y oppose d'abord, trouvant cela très étrange. Mais, forcé par Tessia, il finit par céder. La jeune fille tire alors Arthur par le bras et l'emmène au centre d'Elnoir, là où vivent habituellement les elfes. En parcourant les lieux, Arthur observe chaque détail et constate que tout correspond à ce qu'il a lu dans les livres. Il se sent privilégié de voir une civilisation comme celle-ci de ses propres yeux, plutôt que de lire des articles à son sujet. En regardant Tessia, Arthur se souvient d'une expression qu'elle a eue dès sa capture par les gardes, et se demande alors ce que cette expression signifie vraiment. Mais en y repensant, il ressent à nouveau cette étrange douleur, et il ne sait pas non plus ce que cela pourrait être. De retour au château, Tessia est accueillie par ses employés, soulagée de la revoir. Tessia, quant à elle, présente Arthur à tout le monde et le décrit comme son sauveur. Elle demande donc à chacun de lui réserver la meilleure hospitalité possible. Mais, voyant l'inquiétude sur le visage de ses employés, Tessia explique clairement qu'Arthur n'est pas un être humain maléfique comme les autres. Face à son explication peu convaincante, Arthur reste angoissé par la réaction des gens et demande à pouvoir expliquer plus en détail ce qui se passe. Le père de Tessia l'appelle alors dans une pièce pour un entretien privé. Dès qu'il commence à parler, Tessia remarque qu'Arthur est seul debout et lui demande de s'asseoir. La jeune fille décide alors de demander du thé et des gâteaux pour qu'ils puissent discuter plus confortablement. Après avoir satisfait à ses demandes, le père de Tessia reprend la réunion et se présente comme Alduin Héralite, l'actuel roi d'Elanoir, accompagné de Merial Héralite. Sa femme est reine d'Elanoir. Après avoir entendu leur présentation, Arthur déclare être citoyen du modeste royaume de Sapin. De par son statut, il affirme ne jamais pouvoir obtenir d'audience avec le roi de son peuple, et encore moins avec le souverain des elfes. Il se dit donc honoré d'avoir cette opportunité. Remarquant sa politesse,
Alduin affirme qu'il a été pour quelqu'un d'humble origine. Et même s'il sait qu'il en a fait trop, Arthur souhaite se comporter avec la plus grande maturité possible afin d'éviter d'être traité comme un enfant lors de la rencontre, gagnant ainsi en autorité. Après avoir entendu tout cela, Alduin demande au garçon de commencer à raconter ce qui s'est passé. Arthur y explique comment il a été séparé de sa famille après l'embuscade des bandits, mais omet certains détails qu'il juge importants. Dès qu'il arrive au passage où Tessia a été enlevée pour être vendue comme esclave, Arthur est interrompu par Alduin, qui se met à hurler de rage, affirmant qu'il a toujours su que des barbares étaient impliqués dans la disparition de sa fille. Mais en entendant cela, Arthur demande la permission de contredire le roi et affirme qu'en réalité, les marchands d'esclaves sont une profession et non une race. Quant à Virion, il demande ce qu'Arthur a fait exactement pour sauver la princesse, sachant qu'il n'est qu'un enfant. Arthur révèle alors qu'en plus d'être un enfant, il est aussi sorcier et qu'il a utilisé sa magie pour éliminer les trafiquants et sauver Tessia de l'esclavage. Mais dès qu'il entend cela, l'un des gardes doute d'Arthur et affirme qu'un enfant comme lui ne pourrait jamais accomplir un tel exploit. Cela dit, le garde poursuit ses déductions, affirmant qu'Arthur a trompé Tessia pour infiltrer le royaume elfique. En entendant cela, Virion ordonne au garde d'arrêter ces accusations infondées. Quant à Tessia, elle lui assure qu'Arthur ne ment pas, qu'elle a bel et bien été capturée par des hommes maléfiques. Alduin décide alors de faire confiance à Arthur. Arthur lui demande alors de le ramener à Sapin, son royaume d'origine. En entendant cela, Alduin refuse d'aider un humain, même Arthur, car il nourrit toujours des pensées de rivalité envers les humains. Arthur affirme alors qu'il manifeste le même comportement hostile qu'il attribue aux humains, ce qui amène Alduin à réfléchir un instant à ses actes. Il explique ensuite à Arthur que le portail de téléportation vers le royaume de Sapin n'est accessible qu'au conseil des dirigeants des 3 races, qui se réunit tous les 7 ans. Quant à la prochaine ouverture du portail, Alduin l'informe qu'elle n'aura lieu que dans 5 ans. Il estime donc que le moyen le plus efficace de ramener Arthur dans sa ville natale est d'envoyer des soldats pour l'escorter jusqu'à Sapin. Après la réunion, Arthur va prendre une douche, où il sent la douleur d'avant s'intensifier. Il décide donc d'aller respirer un peu à l'extérieur de la maison, espérant soulager la douleur au moins un peu. Lorsqu'il voit Tessia et ses parents, Arthur se souvient de ses parents. Bien qu'il soit toujours inquiet de leur sort, il est certain qu'ils ont réussi à échapper aux bandits. Pour l'instant, Arthur espère simplement pouvoir les retrouver pour qu'ils puissent retrouver le sourire, comme les parents de Tessia ont souri en retrouvant leur fille à la maison. Eh bien, en quittant le balcon, Arthur est surpris par Tessia, qui va vers lui pour s'excuser pour la manière grossière dont il a été traité un jour. Cependant, Arthur ignore tout ce qu'il a entendu et affirme que cela prouve qu'ils étaient vraiment très inquiets pour elle. Il lui demande donc de continuer à se comporter comme la princesse gâtée qu'elle est, laissant ses parents la gâter. En entendant cela, Tessia se met en colère de le voir jouer avec elle et affirme que dès que ses parents le reverront, ils traiteront Arthur de la même manière qu'elle est traitée par ses parents. Mais en entendant cela, il se demande si ses parents seront vraiment heureux de le revoir. Après tout, ils ont été attaqués à cause de lui, et Arthur estime donc qu'il ne devrait pas pleurer son absence. En l'entendant dire cela, Tessia le corrige et dit que ses parents sont certainement tristes de ne pas pouvoir le voir, car elle aussi est triste de son départ, alors qu'Arthur n'est pas encore parti. Et soudain, au milieu de la conversation, ils sont surpris par ces mouches lumineuses d'autrefois, qui font briller tout l'endroit. Et tandis qu'il regarde au centre de cette lueur, Arthur voit l'image de ses parents, et Tessia, quant à elle, est assise là, admirant les mouches et les fleurs luisantes. À cet instant, Arthur se souvient soudain de l'expression de la jeune fille lorsqu'il a été attrapé par les gardes, et il ne comprend toujours pas exactement pourquoi elle le regardait ainsi. Et quand il réalise qu'il a lutté contre sa propre ombre du passé, Arthur s'excuse auprès de Tessia d'avoir dit qu'il n'aimait pas ces insectes luisants à l'époque, car maintenant, il a complètement changé d'avis et dit qu'il les aime aussi. Soudain, Arthur sent un coup s'approcher de Tessia et la protège. Mais dès qu'il découvre l'auteur de l'attaque, il est choqué de constater qu'il s'agit de Virion, le grand-père de la jeune fille. Arthur se met alors à hurler sur l'homme, lui demandant pourquoi il a tenté de tuer sa propre petite fille. Virion répond que ces insectes de lumière qu'il a lancés dans leur direction ne tueraient personne. Cela dit, Virion remarque que la défense et la réponse d'Arthur à l'attaque ont été instantanées, et il en conclut que le garçon a vraiment dû être capable de lutter contre les marchands d'esclaves. Voyant cela, Tessia dit à son grand-père d'arrêter de s'en prendre à Arthur, et répète qu'il n'est pas le genre d'humain qu'il déteste. Mais voyant que Tessia a tout faux, Virion dit qu'il n'irait jamais là-bas juste pour s'en prendre au garçon. Dans ce cas, il ne cherche qu'à tester sa force au maximum. Après tout, il n'a rencontré personne d'intéressant depuis longtemps. Cela dit, il tend une épée à Arthur et repousse Tessia, la mettant en lieu sûr. Voyant cela, Arthur comprend qu'il le défie en combat et se lance à la poursuite de Virion. Mais même en utilisant son mana pour accélérer, Arthur peine à suivre le rythme de son adversaire, car Virion est bien plus rapide que lui. Soudain, au milieu du combat, Virion détruit l'épée d'Arthur, ne la frappant qu'une seule fois. Se retrouvant sans arme pour poursuivre le combat, Arthur utilise sa magie pour l'attaquer et parvient finalement à porter un coup à Virion, laissant le seigneur surpris, car il n'imaginait pas qu'Arthur puisse le frapper aussi facilement. Sur ce, il décide de commencer le deuxième round du duel. Mais Tessia, entendant cela, attire l'attention de Virion, lui demandant d'arrêter d'être si dur avec le garçon. Cependant,
Cependant, Virion lui répond que s'il y allait doucement, c'est lui qui en pâtirait le plus. Voyant qu'il le surestime autant, Arthur le remercie pour le compliment. Quant à Virion, il l'invite à devenir son apprenti. Mais dès qu'il entend cela, le garçon tombe à terre, souffrant de la même douleur qu'auparavant. Virion remarque alors qu'Arthur a hérité de la volonté bestiale, et affirme que le seul moyen de le sauver de la mort probable que cette condition lui apportera est de devenir son apprenti. Et pendant la nuit, Arthur rêve d'une brume noire et exprime son anxiété face aux obligations récentes qu'il s'est imposées. Tessia le réveille alors et lui demande de se lever. Arthur, encore endormi, ferme les yeux et demande à dormir encore un peu. Il confond Tessia avec le monstre de son cauchemar, ce qui la met en colère. Puis, elle le secoue à nouveau et l'informe que son grand-père l'attend déjà. Pendant ce temps, le père de Tessia discute avec Virion, affirmant que le pays des elfes ne devrait jamais abriter un humain aussi longtemps, car cela est totalement contraire aux traditions de la race. Cependant, Virion affirme qu'il a l'intention de continuer avec Arthur, car après tout, il aimait beaucoup le garçon, ce qui est déjà une raison suffisante pour lui. Soudain, Tessia intervient au milieu de la discussion. Voyant son père s'opposer à l'idée de Virion de laisser Arthur vivre dans le royaume elfique, elle le réprimande et lui rappelle que c'est Arthur qui lui a sauvé la vie. Le père de Tessia exprime ainsi sa gratitude envers le garçon pour son geste, mais persiste à s'opposer à ce qu'Arthur vive en paix dans son royaume. Quant à Virion, il interrompt la discussion en disant à Arthur et Tessia de monter immédiatement dans la calèche. En chemin, Arthur demande combien de temps il leur faudra pour rejoindre l'ami de Virion, mais il pose cette question en l'appelant grand-mère, ce qui laisse Virion un peu gêné. Et pendant la conversation, Tessia finit par s'évanouir sur l'épaule d'Arthur, s'étant réveillé très tôt ce jour-là. Virion touche doucement le visage de Tessia et lui explique que, seule héritière du trône, elle est contrainte de vivre une vie très isolée, ce qui lui a valu de nombreuses amitiés superficielles. De ce fait, Tessia n'aborde généralement pas les gens aussi facilement. Cependant, Virion a remarqué qu'Arthur est différent d'elle. Après tout, en sa présence, Tessia sourit toujours naturellement. Cela dit, Virion remercie Arthur d'avoir redonné à Tessia un sourire qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et en entendant cela, Arthur se sent honoré de recevoir les remerciements d'un adulte qui, même face à un enfant, n'hésite pas à le remercier lorsqu'il voit qu'Arthur a du mérite. Et compte tenu de cette caractéristique, Arthur est convaincu qu'il peut faire entièrement confiance à Virion. Et voilà, après quelques minutes de voyage, ils arrivent enfin à l'endroit convenu. Lorsqu'ils tombent nez à nez avec la maison de l'ami de Virion, Arthur est curieux de savoir qui est cette personne, si importante au point de recevoir la visite d'un roi. Soudain, Virion se met à donner des coups de pied dans la porte, ordonnant à la personne à l'intérieur de la maison de l'ouvrir. Une dame lui ouvre alors la porte au nez et lui ordonne d'arrêter de crier. Après avoir ouvert la porte, Virion présente la dame comme étant la sorcière Rhygna d'Arcassan, une vieille amie dotée de pouvoirs uniques. Arthur en déduit qu'elle ne possède pas de sort des 4 éléments, mais plutôt d'un autre élément inconnu, tout comme Alice. Quant à Rhygna, elle dit à tout le monde d'entrer immédiatement. Arthur, ne comprenant toujours pas ce qui se passe, se demande s'il recevra vraiment de l'aide de cette dame. Arthur décide alors d'être plus direct et parle du sort qu'elle possède pour l'aider à contacter ses parents. En entendant cela, Rhygna dit qu'elle est ce qu'on appelle une voyante, mais elle réalise qu'il n'est pas forcément là pour connaître l'avenir, mais plutôt pour contacter ses parents. Elle lui demande donc de regarder le seau d'eau devant lui. Et tandis qu'il baisse la tête pour regarder l'eau depuis le seau, Rhygna commence sa magie et lui demande d'imaginer ses parents avec le plus de détails possible, afin de mieux faire passer son message. En visualisant ses parents, Arthur commence à mieux se concentrer sur leurs caractéristiques. Et pendant ce temps, Reynolds et Alice se souviennent de l'embuscade qu'ils ont subie lorsqu'ils avaient encore Arthur. Et puis, Reynolds commence à se blâmer pour ce qui est arrivé à Arthur, car il croit que tout aurait pu se terminer différemment s'il n'avait pas envoyé le garçon pour protéger Alice et le bébé. En entendant cela, Alice tente à son tour de la rejeter sur elle. Mais à la fin, tous deux se mettent à pleurer ensemble, pleurant la mort possible de leur fils, jusqu'à ce qu'Arthur parvienne enfin à les contacter et leur révèle qu'il est vivant et pris en charge par les elfes du royaume d'Elnoir. De plus, il a été informé qu'il les contacte grâce à une magie mystérieuse. Bien qu'il souhaitait rentrer au plus vite, Arthur s'excuse de ne pas pouvoir le faire si tôt. Après tout, il doit soigner un problème physique et son retour chez lui prendra donc plus de temps. Et pour les rassurer encore plus, Arthur leur demande de ne pas se sentir responsable de ce qui s'est passé à l'époque. Après tout, il aurait agi ainsi pour sauver Alice et le bébé, même s'il ne le lui avait pas demandé. Après avoir transmis les messages dont il avait besoin, Arthur dit qu'il ne sait pas quand il pourra les recontacter, mais il demande à ses parents de ne pas s'inquiéter de sa situation maintenant qu'ils savent qu'il va bien. Cela dit, Arthur coupe le contact et se met à pleurer d'émotion en constatant que ses parents vont bien. Dès qu'il essuie ses larmes, Arthur se tourne vers Virion et lui propose de le prendre comme élève. Mais à un autre moment, le père de Tessia se retrouve à nouveau en difficulté avec l'idée de garder Arthur dans le royaume elfique. Tessia continue de se battre pour le garçon et affirme que s'ils expulsent Arthur même après l'avoir sauvé, les
les elfes se montreront ingrats. En entendant cela, son père recule à nouveau, mais fait clairement comprendre qu'il ne tolérera aucune méchanceté de la part d'Arthur. Quant à Virion, il lui rappelle qu'Arthur sera sous sa tutelle. Donc si quelque chose arrive, Virion assure qu'il en assumera la responsabilité. Et voilà, lors de sa rencontre avec Arthur, le père de Tessia s'excuse pour toute l'impolitesse qu'il a pu lui imposer et affirme qu'être resté trop longtemps sur le trône a dû le rendre très têtu et obstiné. Alors il accueille Arthur au royaume des elfes. Lorsqu'il remarque que le roi le traite d'une manière si différente, Arthur devient méfiant, mais comprend vite que le roi est trop indulgent envers sa propre fille et incapable d'affronter son père. Tessia, quant à elle, entraîne Arthur à voir Elnoir de plus près, et Arthur commence alors à observer chaque détail de cette cité. Après tout, c'est la première fois qu'il découvre une civilisation elfique. Au milieu de tout ce tumulte, Arthur tombe sur un elfe qui se plaint auprès de lui, affirmant que le garçon l'a contaminé avec des germes humains. Le jeune homme va plus loin et affirme que, même si Arthur est tombé dans les bonnes grâces du roi Virion, cet endroit reste impropre aux humains. D'autres elfes s'approchent alors de lui et se rangent du côté du garçon, lui disant de retourner sur ses terres. Et voyant ses enfants l'insulter, Tessia demande à Arthur d'ignorer tout ce que ses enfants lui disent. Sur ce, le jeune elfe de tout à leur conseille à Tessia d'arrêter de fréquenter une humaine. Après tout, même si elle est la princesse, cela finira par nuire à sa réputation et par conséquent, les elfes ne la prendront plus au sérieux. Cela dit, le garçon se présente comme Ferry Tifsar II et propose de l'accompagner, mais elle refuse sa compagnie. Quant à Arthur, il montre qu'il connaît déjà le garçon par son nom, ce qui le flatte. Arthur commence alors à le traiter avec un respect exagéré, puis Ferry remarque que dès le début, Arthur était simplement sarcastique et le provoque en duel. En entendant cela, Tessia précise qu'Arthur est le disciple de Virion, ce qui fait de lui un adversaire plutôt dangereux. Mais même en entendant cela, Ferry affirme qu'il est prêt à poursuivre le combat, car après tout, il a appris à ne jamais tolérer une insulte, quelle que soit la personne qui l'a blessé. Cela dit, il défie à nouveau Arthur et lui demande s'il compte s'enfuir, car s'il le fait, il finira par ternir l'image de son mentor. Et, soudain défié, Arthur reste silencieux, et Rerit interprète ce silence comme s'il avait accepté son défi. Puis, les deux hommes se positionnent pour le combat, tandis que les elfes environnants les observent à distance. La princesse, quant à elle, juge le combat. Dès qu'elle baisse la main, Ferry se lève et suggère à Arthur de commencer sa dernière prière. Mais Arthur se contente de démonter Ferry d'un seul coup, surpris d'avoir frappé le garçon avec autant de force. Après tout, il a fait de son mieux pour ne pas laisser les choses en arriver là. Quant à Tessia, elle le tire à nouveau pour qu'il puisse continuer à parcourir la ville comme il le faisait avant que Ferry ne vienne tout gâcher. Et lorsqu'il s'arrête pour se reposer, Tessia lui demande s'il est prêt à s'entraîner le lendemain, et Arthur répond oui. Après tout, il a déjà traversé beaucoup d'épreuves pour en arriver là, et il n'a donc pas l'intention d'abandonner de sitôt. Et le voyant si excité, Tessia lui fait comprendre qu'elle fera de son mieux pour ne pas se laisser distancer. Cela dit, Tessia sent son estomac gargouiller, même après avoir mangé, et appelle Arthur pour lui proposer autre chose. Eh bien, le lendemain, Arthur commence enfin son entraînement avec Virion, et plus les jours passent, plus il remarque que le temps passe vite dans ce royaume que dans la civilisation humaine. Et bien qu'il ait grandi et évolué en tant que guerrier, Arthur a le sentiment d'avoir rencontré son lot d'épreuves, sans parler de la douleur de son noyau de mana, qui continue de le gêner. De plus, Arthur sent que le chemin devient de plus en plus difficile à mesure qu'il progresse, mais il persévère, persuadé qu'un avenir prometteur l'attend. Et voilà, 3 ans plus tard, Tessia tente de réveiller Arthur en l'appelant par son nom 3 fois de suite, mais il ne laisse échapper qu'un grognement fatigué, mais reste allongé. Tessia décide alors de le supplier encore un peu, utilisant de la magie sur son pied pour le forcer à se réveiller. Et lorsqu'il sent son pouvoir dans ses pieds, Arthur se met à hurler de douleur et dit qu'elle aurait pu être un peu plus douce en essayant de le réveiller. Tessia lui rappelle alors qu'elle a d'abord essayé d'être plus amicale avec lui, mais qu'elle a fini par abandonner en voyant qu'il ne se relevait pas tout seul. Et en voyant des elfes monter abordant une calèche avec le roi et la reine, Arthur demande où ils vont, et Tessia suppose qu'ils se rendent simplement à une réunion d'affaires ordinaire. De retour à l'entraînement, Arthur et Tessia reçoivent des épées en bois pour commencer le combat. Dès la fin de leur entraînement d'escrime, Virion s'assoit avec eux pour leur donner un briefing sur la sorcellerie. Il explique ensuite que les elfes sont des êtres experts dans les attributs du vent, de l'eau et de la terre, que les nains maîtrisent les éléments de la terre et du feu, et que les humains, quant à eux, maîtrisent les 4 éléments. Cependant, la plupart des humains ne maîtrisent qu'un seul élément magique, ce qui limite leur utilisation de la magie, à l'exception de ceux qui en utilisent plusieurs. En entendant cela, Tessia lève la main et demande pourquoi Arthur n'utilise pas la sorcellerie pendant son entraînement physique. Puis, Virion affirme qu'Arthur est encore trop faible pour cela. Il révèle également l'existence d'une volonté bestiale latente dans son noyau de mana, ce qui perturbe l'équilibre entre le corps du garçon et son noyau de mana, provoquant ainsi la douleur qu'Arthur ressent sans cesse. En entendant cela, Arthur en déduit que cette volonté bestiale dans sa poitrine doit être liée au pouvoir qu'il a reçu de Sylvia avant de quitter les souterrains.
Tessia, quant à elle, commence à taquiner Arthur, lui disant qu'il semble beaucoup souffrir lorsqu'il la frappe pendant l'entraînement, et se demande alors s'il peut vraiment supporter l'entraînement. En entendant cela, Arthur lui rappelle qu'elle le frappe généralement très fort. Il est donc naturel qu'il ressente de la douleur lors de ses attaques. Et pendant l'entraînement, Arthur se souvient de l'histoire des elfes, telle qu'elle a été lue avant d'arriver dans ce monde. Dans ce cas, il dit que lorsque le mana d'un elfe s'éveille à l'âge de 10 ans, il peut être considéré comme un prodige. Dans le cas de Tessia, son mana s'est éveillé à 9 ans, ce qui la place au-dessus des elfes les plus favorisés génétiquement. Eh bien, après avoir vu les deux terminer leur entraînement, Virion demande à Arthur s'il a encore de l'énergie à revendre, et il répond immédiatement oui. Virion décide alors d'éveiller immédiatement sa volonté bestiale, car s'ils y parviennent, il n'aura plus à se soucier de cette douleur qui le tourmente depuis si longtemps, et Arthur deviendra enfin un dompteur de bêtes. Entendant cela, le garçon l'autorise à commencer les préparatifs, puis Virion allume une flamme dans le noyau de mana d'Arthur. Dès qu'il entre en contact avec ces flammes, Arthur projette une aura d'énergie autour de lui et tombe au sol, inconscient. On le ramène alors chez lui pour se reposer. À son réveil, Arthur dit se sentir déjà bien. Virion commence alors à s'interroger sur la volonté bestiale que le garçon possède dans son corps, afin d'en savoir plus sur l'origine de ce pouvoir. Arthur décide alors d'être direct et affirme que ce pouvoir lui a été accordé par un dragon. En entendant cela, Virion conseille à Arthur de ne raconter cette histoire à personne, car si les gens découvrent qu'il possède le pouvoir d'un dragon dans son corps, cela entraînera certainement des conflits indésirables pour tous. Remarquant le ton sérieux de Virion, Arthur le rassure et promet de n'en parler à personne. Poursuivant la conversation, Virion l'informe que le retour d'Arthur au royaume des humains est prévu dans 4 mois. Arthur est perplexe, car il pensait que le voyage n'aurait lieu que dans 2 ans. Virion explique ensuite que les 3 royaumes organiseront un échange culturel auquel participeront des jeunes des 3 pays. Et tout au long de l'événement, l'entrée Axangravla, cité de Xyrus, sera ouverte, permettant à Arthur de profiter de cette occasion pour retourner dans son royaume. En entendant cela, Arthur paraît surpris et réalise que la réunion à laquelle assistaient la reine et le roi avait probablement pour but de discuter de son départ du royaume elfique. Voyant le garçon avec ce regard, Virion lui rappelle qu'il est encore plus proche de revoir sa famille, et qu'il devrait donc être plus heureux. Et même si Arthur souhaite vivement retrouver ses parents au plus vite, il se sent mal de devoir quitter un endroit qu'il a appris à aimer. À cet instant, Virion lui caresse doucement la tête et lui demande de prendre ce jour pour se reposer. Après tout, l'entraînement qui l'attend le lendemain sera bien plus difficile que celui qu'ils ont suivi. Cette nuit-là, Arthur tente de dormir, mais ne cesse de penser au peu de temps qui lui restera à vivre au royaume elfique. Soudain, il se retrouve face à face avec la pierre que Sylvia lui a donnée. Cette pierre commence à se fissurer, donnant naissance à un bébé dragon inattendu. Arthur prend alors le dragon dans ses bras et est impressionné par sa gentillesse. Mais soudain, il se fait mordre par la créature et se voit tatouer un élégant tatouage sur le bras. Voyant que le dragon n'a toujours pas de nom, Arthur pense à quelque chose qui fait référence au nom de sa mère, en l'occurrence Sylvia. Il change donc une seule lettre et l'appelle Sylvie. Ce faisant, il repense à cette nouvelle marque apparue sur son bras et est incrédule de savoir qu'il est devenu père à 8 ans, et d'un dragon en plus. Le lendemain, Arthur se réveille avec Tessia tenant le dragon. Tout au long de la journée, elle tombe sous le charme de Sylvie, qui tente d'éviter autant que possible son côté collant. Arthur conseille alors à Tessia de ne pas fixer Sylvie d'un regard prédateur si elle veut entretenir une bonne relation avec elle. En poursuivant leur voyage, il rencontre Virion. Dès qu'il aperçoit Arthur avec un bébé dragon, il est pris d'une grande frayeur et demande à Arthur de ne plus jamais l'effrayer ainsi, car ce genre de choc est mauvais pour son cœur. Tessia, quant à elle, tente sans cesse de se rapprocher de Sylvie, qui, de son côté, l'évite par crainte de son attachement. Virion, quant à lui, en déduit que la pierre de Sylvia a explosé précisément parce qu'Arthur avait complètement assimilé la volonté bestiale. Arthur ne sait alors plus quoi faire de Sylvie, et Virion lui répond qu'il n'y a aucun problème à ce que le garçon raconte aux gens qu'il possède ces créatures rares. Après tout, personne ne croirait qu'il possède vraiment un dragon, puisque c'est pratiquement impossible. Cela dit, Virion laisse la question de côté pour commencer immédiatement l'entraînement et l'informe qu'Arthur devra exercer simultanément son noyau bestial et son noyau de mana, car cela l'aidera dans son rôle de dompteur. Mais Virion lui fait comprendre que le moyen le plus efficace d'y parvenir est le combat pur. Il adopte donc une nouvelle forme après sa transformation et se lance à la poursuite d'Arthur, impressionné par la puissance cachée de Virion. Sur ces mots, le garçon capitule, affirmant qu'il ne pourra pas se battre contre quelqu'un d'une apparence aussi hideuse. Virion reprend alors sa forme normale, et Arthur se plaint de ne pas avoir senti sa présence pendant sa transformation. Virion explique alors que sa transformation en panthère de l'ombre lui confère un contrôle instinctif sur le vent et neutralise le bruit qu'il peut produire, le rendant presque imperceptible. Bien que cette compétence soit une sorcellerie avancée, Virion affirme qu'elle présente également des faiblesses, notamment sa grande fatigue physique. Cela dit, Virion reprend l'entraînement d'Arthur et lui confie l'épée afin qu'il puisse poursuivre le combat. Quelques jours plus tard, Arthur sentit qu'il parvenait à mieux contrôler sa volonté bestiale, et la douleur qu'il ressentait fréquemment dans sa poitrine disparut complètement. De plus, Arthur sent maintenant que son corps est devenu suffisamment fort pour supporter l'entraînement.
qu'avant, il était presque mort. Eh bien, maintenant un autre jour, Arthur parcourt le royaume elfique accompagné de Tessia, lorsque soudain, Ferrite le croise à nouveau. Arthur s'excuse alors d'avoir accidentellement croisé le garçon. Ferrite le regarde alors comme si elle le connaissait déjà, mais Arthur lui répond qu'il ne se souvient plus du garçon. En entendant cela, Ferrite se met en colère et affirme qu'il s'agit du garçon qu'Arthur a affronté et vaincu après avoir triché au combat. Puis, Ferrite l'appelle à un nouveau duel, espérant le vaincre cette fois. Mais comme la fois précédente, Arthur le bête facilement, prouvant qu'il n'avait rien fait de mal lors du combat précédent. Quant à Tessia, elle rappelle à Arthur qui est ce jeune homme. Dès qu'il comprend qui il est, Arthur le salue à nouveau. Au cours de la conversation, Ferrite finit par agacer Tessia, lui disant qu'il devrait faire attention à elle pendant cet événement. Après tout, il la considère comme une petite fille fragile. Et dès qu'elle entend cela, Tessia le projette valser d'un seul coup, pour prouver qu'elle n'est pas aussi faible qu'elle le paraît. Arthur l'entraîne alors dans un endroit isolé et la réprimande pour avoir frappé Ferrite. Tessia lui reproche de se comporter comme son père, puis s'enfuit. Il la suit et trouve Tessia en pleurs dans sa chambre. Pour la réconforter, Arthur lui met une luciole dans l'oreille, ce qui la rend un peu plus heureuse. Après cela, ils explorent la forêt ensemble, jusqu'à ce qu'Arthur décide soudain de faire une pause près d'un feu de camp. Là, il voit Tessia commencer à pêcher et lui demande de rester éveillée. Elle, à son tour, ferme les yeux, mais dès qu'elle aperçoit un arbre au visage démoniaque, ses yeux s'écarquillent de peur. Arthur, comprenant immédiatement sa peur des fantômes, commence à taquiner Tessia, qui tente à son tour de changer de sujet. Soudain, il change de sujet et se met à parler du royaume des humains dont Arthur est originaire. Il affirme alors ne pas bien connaître ce royaume, car il en a été enlevé très jeune. Et comme il connaît déjà le royaume des elfes, Arthur affirme qu'il pourrait y rester pour toujours. Au milieu de la conversation, il regarde sur le côté et remarque que Tessia s'est déjà endormie et l'a laissé là tout ce temps à parler tout seul. Eh bien, le lendemain, Arthur dit au revoir à Tessia avant de partir pour le royaume des humains. Et dès son arrivée à Xyrus, la cité flottante, Arthur se rend directement chez ses parents. Mais lorsqu'il frappe à la porte, il est accueilli par sa sœur cadette, qu'il n'avait pas encore rencontrée. Puis ses parents se rendent sur place et croisent à nouveau Arthur, mais cette fois un peu plus âgé. Mec, c'est impossible. Ça, le manhwa aurait certainement besoin d'une meilleure animation comme Kimetsu ou FATE. Celui-ci deviendrait certainement un chef-d'œuvre, car l'histoire est sensationnelle. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner car j'en apporterai certainement plus. J'y suis allé.